Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette troisième conférence nationale de l'emploi territorial, événement inscrit dans la loi de janvier 84, qui a vocation à rassembler l'ensemble des acteurs de la scène publique locale pour définir les orientations stratégiques en matière d'emploi et de recrutement. Je me réjouis d'une participation toujours aussi importante à cette manifestation institutionnelle. Comme les deux précédentes éditions, nous attacherons à évoquer deux sujets d'actualité dégagés au regard des réalités locales, la recomposition du bloc local et la gestion de l'absence pour raison médicale. Avant d'entrer dans la présentation de la journée, je souhaite excuser Madame Annick Girardin, ministre de la fonction publique, qui avait prévu d'être à nos côtés ce matin, mais qui, en raison d'un conseil des ministres décalé, a dû renoncer, et je le regrette évidemment. Toutefois, elle a tenu à enregistrer un message qui vous sera diffusé dans quelques instants. Je veux aussi excuser Madame Descancronier, la députée Françoise Descancronier, qui répond toujours favorablement aux invitations de la Fédération et qui, avec sa connaissance approfondie de la territoriale, nous accompagne dans nos différents travaux et récemment pour aboutir à des avancées très significatives pour la fonction publique territoriale, mais aussi pour nos centres de gestion dans la loi de la déontologie du 20 avril, en tant que rapporteur à l'Assemblée nationale. Elle est retenue dans le cadre du débat sur la loi de finances. Je veux aussi remercier, et il nous rejoindra dans quelques instants, en début d'après-midi, le président Philippe Laurent, qui va donc conclure ces travaux. Conseil Sub, le directeur est là d'ailleurs, Conseil Sub, avec qui nous entretenons d'excellentes relations. Et c'est vrai que ces relations sont précieuses, et pour nous et pour nos établissements respectifs. Cette journée ne pouvait pas débuter sans une présentation du contexte dans lequel évoluent les collectivités. Vous le savez, une réforme territoriale a été engagée, et tout le monde le sait, on en parle suffisamment, depuis le début du mandat présidentiel, afin de rendre l'organisation des collectivités plus lisible pour les citoyens et l'action publique locale plus efficace. Le principe, je crois, de cette évolution était tout à fait souhaitable. Dans le même temps, la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales a des conséquences, certaines sur les ressources humaines. Logiquement, une grande majorité des collectivités souligne que ces deux éléments cumulés ont influencé les recrutements et la politique de gestion RH. Quels que soient les types de collectivités, communes, intercommunalités, conseil départemental ou régional, la maîtrise de la masse salariale constitue la première priorité en matière de gestion des ressources humaines pour le mandat en cours. Aux créations des postes devenus faibles, parfois depuis quelques années, s'ajoute le non-remplacement de certains départs en retraite et des suppressions de postes. Pour l'année 2016, plus d'une collectivité sur 5 prévoit de ne remplacer aucun départ à la retraite. Davantage de collectivités que les années précédentes semblaient prêtes également à réduire leurs effectifs. Afin de rendre le service public capable de répondre aux besoins des citoyens dans un environnement complexe, notamment sur les plans juridiques et financiers, les administrations ont mené de profondes réformes de leur système de gestion des ressources humaines. Il va nous falloir apprendre à faire encore mieux, car la demande de nos concitoyens est là, et avec de plus en plus d'exigences. Donc faire mieux avec moins. C'est tout le paradoxe.
Je remercie Madame Claire Germain, directrice adjointe de l'AMF, qui dans quelques instants va nous présenter l'édition du baromètre Horizon, étude annuelle à laquelle nous sommes associés avec le CNFPT, l'AMF et le Conseil Sup, et cette année avec l'ADF et les régions de France. C'est un document que nous avons hier présenté dans le cadre d'une conférence de presse à l'Association des maires de France. Cette étude est bâtie sur des éléments structurels permettant des photographies projectives et perspectives des ressources humaines des communes et EPCI. Elle est utilement complétée par des éléments issus du panorama de l'emploi public que la Fédération publie pour la 5e année à partir des données issues des bilans sociaux départementaux. Que serait une conférence de l'emploi sans observation des réalités de terrain? Ces chiffres du baromètre Horizon vont vous permettre de mieux connaître le monde territorial, même si vous le connaissez évidemment fort bien. Le monde territorial en termes d'effectifs, d'évolution des métiers et des compétences, de pouvoir les situer dans un environnement socio-économique, mais également d'anticiper les besoins futurs de recrutement ou de mobilité. Quelle que soit la taille des collectivités, communes ou EPCI, les moyens financiers, les contraintes géographiques, l'histoire, la culture des territoires, les maires et présidents assurent leur mission du service public dans un environnement en pleine mutation et pourtant animé de la volonté de maintenir une proximité de gestion et de service. L'accroissement de la population, les contraintes budgétaires, les mutualisations et les réorganisations imposées ou souhaitées, la réforme statutaire des départs massifs d'agents en retraite, les problématiques de pénibilité et de reclassement professionnel, les évolutions des outils et des métiers sont autant de changements auxquels les employeurs publics doivent faire face. Les questions de personnel et d'organisation du travail seront essentielles pour le maintien de la qualité du service public. Du fait, dans un cadre financièrement contraint, les marges de manœuvre se trouveront dans une organisation adaptée et surtout dans un management qui sera à renouveler, à réinventer. Face à ces problématiques, la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, la GPEC, est là pour apporter des solutions. La GPEC est une gestion anticipative des ressources humaines, en fonction des contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de la collectivité qui permet d'anticiper, donc de prévoir à terme les décisions à prendre. Anticiper l'avenir apparaît nécessaire pour garantir l'efficacité des administrations, pour optimiser la gestion des ressources humaines et assurer aux agents des déroulements de carrière valorisants. La gestion des ressources humaines se trouve à l'articulation des différents objectifs. Il n'y a pas de projet politique sans moyens humains et financiers adaptés et efficaces. La démarche GPEC doit s'appréhender politiquement, mais également au niveau organisationnel et opérationnel. La tâche est exigeante pour tous les gestionnaires de personnel. Il n'est malheureusement pas étonnant que seuls 13% de collectivités ou établissements se soient lancés dans ce processus complexe à appréhender, surtout pour les plus petites collectivités ou communautés. Les CDG pourront utilement les accompagner. Je suis particulièrement impatient de pouvoir écouter les témoignages qui seront apportés en fin de matinée sur des expériences très concrètes de GPEC, très souvent appuyées par les centres de gestion des départements. Le centre de gestion est un acteur clé de l'emploi territorial.
La loi Sapin du 3 janvier 2001 avait désigné les centres de gestion pour synthétiser les informations relatives à l'emploi. Cette compétence d'observation s'est renforcée notamment avec l'entrée en vigueur des lois de février 2007, de mars 2012 et plus récemment encore du 20 avril 2016 qui prévoit la création d'observatoires régionaux de l'emploi à un niveau au moins régional et qui permet désormais au centre de proposer aux collectivités des services de conseil juridique et de conseil en organisation, des appuis tout à fait indispensables pour bon nombre des collectivités. Je ne peux que me réjouir de la reconnaissance de l'expertise de nos établissements auprès des collectivités. Dans la présentation du baromètre Horizon, vous pourrez constater que les collectivités de toute taille font très souvent appel aux centres de gestion. Les centres de gestion sont de plus en plus sollicités, et vous le verrez tout à l'heure dans la présentation. Et il est un domaine dans lequel ils sont reconnus depuis 20 ans, c'est celui de la santé et de la sécurité au travail. Comme tout employeur du secteur privé, l'autorité territoriale est tenue d'assurer à ses agents des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique. Elle assure un suivi médical de ses agents. Pourtant, les absences pour raison de santé des agents territoriaux ne cessent d'augmenter, plus 17% entre 2007 et 2014. L'absentéisme lié aux accidents du travail afficherait une progression de 49% entre 2007 et 2014. Le nombre d'absences moyen par agent et par an est de l'ordre de 21 jours. Il semble essentiel de se mobiliser sur l'absentéisme, car il génère des coûts importants, aussi bien directs qu'indirects, quand il faut mobiliser des systèmes de remplacement en urgence pour garantir la continuité du service public. De mauvaises conditions de travail génèrent aussi des problèmes humains. Cette progression de l'absence résulte de plusieurs facteurs, dont le vieillissement de la population et des conditions de travail. Fin 2011, l'âge moyen des agents de la fonction publique territoriale était de 43,8 ans. La part des 50 et plus représentait plus d'un agent sur 3, 35%. Le vieillissement démographique a des conséquences économiques importantes, mais également en matière de santé, d'emploi et d'organisation de la vie professionnelle. La Fédération est force de proposition depuis maintenant de nombreuses années sur cette thématique de la santé et de l'absence. Et je me félicite que le ministère de la fonction publique, avec qui nous entretenons aussi des très bonnes relations de travail, ait pris en compte certaines de nos propositions dans le projet d'ordonnance sur le compte personnel d'activité qui devrait être publié avant la fin de l'année, avant la fin du mois de janvier. Je n'en citerai que 4, mais elles sont fondamentales. Instaurer un entretien bilan de carrière, mettre en place un congé de reclassement, réformer le temps partiel thérapeutique, lutter contre la pénurie des médecins de prévention, qui est un vrai sujet d'inquiétude pour bon nombre de centres de gestion. Ce sont des propositions que la Fédération portait depuis maintenant plusieurs années. Et encore une fois, je me félicite que le ministère de la fonction publique les ait prises en compte. Je sais que ces deux thématiques, donc la refonte territoriale et l'absentéisme pour raison médicale, sont au cœur de vos préoccupations quotidiennes, de nos préoccupations quotidiennes. Les débats seront riches, j'en suis persuadé, et nous permettront de définir des axes d'évolution du monde territorial à quelques mois d'une échéance électorale majeure. Je remercie l'ensemble des intervenants et l'animateur également Philippe Potier-Espéry pour leur implication et leur contribution
à faire de cette journée un succès. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence nationale de l'emploi territorial 2016. Je vous remercie. Bonjour à tous. Philippe Potier-Spéry, donc je suis l'animateur de toute cette journée. Je crois qu'on va voir le message de la ministre de la fonction publique, un enregistrement vidéo. Donc je vous laisse regarder et après on pourra commencer la conférence. Bonjour à tous. Je regrette de ne pouvoir être présente avec vous à cette 3e édition de la Conférence nationale de l'emploi territorial organisée par la Fédération nationale des centres de gestion. Et je salue bien entendu son président, Michel Hiriart, à l'initiative de cette journée qui rassemble de nombreux participants. Ces moments d'échange et de réflexion sont importants dans le contexte actuel de réforme territoriale. Cette réforme est une opportunité pour les territoires, les organisations et les équipes de repenser leurs modalités d'action. Les évolutions actuelles produiront leurs effets au bénéfice de nos concitoyens, j'en suis convaincue, grâce à la mobilisation des acteurs du service public local que sont les élus et les agents territoriaux. Leur accompagnement est donc pour moi une priorité. Les lois de décentralisation de janvier 2014 et d'août 2015 comportent d'importantes mesures d'accompagnement individuel et collectif des personnels territoriaux. Mais au-delà des mesures d'ordre législatif ou réglementaire, ce qui importe dans le quotidien de l'agent, c'est son accompagnement par son employeur en lien avec les organisations syndicales. À ce titre, les centres de gestion sont des outils indispensables pour accompagner l'évolution dans la gestion des ressources humaines. Et la loi déontologie a d'ailleurs confirmé leur rôle essentiel d'accompagnement et de conseil. Je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour réaffirmer devant vous ma volonté de défendre cette fonction publique si souvent attaquée à tort. Nous devons, dans chacune de nos expressions publiques, insister sur le sens des missions des fonctionnaires, celle de servir l'intérêt général et de faire perdurer notre modèle de société solidaire. Les fonctionnaires sont indispensables à la mise en œuvre de notre modèle social. Réhabilitant leur action et leur rôle, notre discours collectif vis-à-vis d'eux doit changer. C'est la reconnaissance à tous les niveaux de la chaîne, par tous, qui doit prévaloir. Face aux discours qui abîment leur image et leur action, face aux violences dont ils sont de plus en plus victimes, il nous faut les soutenir, il nous faut être à leur côté. Ils représentent 20% de la population active, 5,4 millions de personnes et incarnent le service public. Ce service public, c'est l'héritage de ceux qui ne sont pas des héritiers. C'est là tout l'enjeu pour moi, porter un discours de reconnaissance à la fois clair et audible sur l'utilité de chacun des agents pour la collectivité. C'est donc à nous, en tant qu'employeurs et managers, de retisser le lien de confiance avec les agents publics et leur montrer qu'ils sont au cœur de nos préoccupations. Je sais que nous partageons ce point de vue, c'est pourquoi je serai très attentive aux résultats de cette conférence. Et je veux vous souhaiter à tous une bonne journée de réflexion et d'échange. Donc, comme vous avez dû le voir, le programme de la journée est assez dense, voire très dense. Michel Hiriart, on a dit quelques mots tout à l'heure, mais je vous le décris comme ça, quand même en quelques mots. Donc, tout d'abord, on va commencer par une présentation de 2 études, donc des chiffres sur l'emploi et sur les politiques RH. Après, la journée se décompose en 2 tables rondes. Donc, tout d'abord, sur la recomposition du bloc local. Et cette table ronde se décomposera en 3 séquences. Tout d'abord, donc, la description du contexte institutionnel et surtout l'impact RH sur cette recomposition institutionnelle. Dans un second temps, la mise en œuvre de la GPEC. GPEC, on verra, plus que jamais indispensable dans ce contexte de recomposition. Et troisième temps, le rôle des centres de gestion en matière de conseil en organisation. Donc effectivement, après les suites de la loi déontologie d'avril dernier. Deuxième table ronde dans l'après-midi, gestion de l'absence pour raison médicale, qui elle-même se décompose aussi en 2 temps. Tout d'abord, un temps sur l'absentéisme et seconde séquence sur l'évolution des services de médecine dans les collectivités. Et la journée sera
la clôture sera assurée par Philippe Laurent, donc président du Conseil supérieur de l'AFPT. Comme la matinée est particulièrement dense, je vous propose, on va démarrer tout de suite donc, par la présentation de ces deux enquêtes. Et je vais appeler les trois intervenants. Tout d'abord, donc, Loïc Corret. Loïc Corret, donc président du Conseil général des Côtes d'Armor. Claire Germain, directrice adjointe de l'AMF. Et Olivier Ducrot, directeur du centre de gestion du Rhône. Et surtout, qui va nous parler en tant que vice-président de l'Association nationale des... Je vous en prie, excusez-moi, je suis là, je suis mal placé. Donc, je disais, Olivier Ducrot, je tenais à souligner ça, que là, vous intervenez plus en tant que vice-président de l'Association nationale des directeurs et directeurs généraux adjoints des centres de gestion. Et vous présidez, si je ne dis pas de bêtises, sa commission politique de l'emploi et observation des données sociales. C'est un peu long à citer, mais c'est en lien direct avec le panorama que vous allez présenter. Donc, avant de rentrer dans le détail des deux enquêtes qui se complètent, hein, parce qu'on pourrait se dire qu'elles pourraient être redondantes, on est sur le panorama sur des données consolidées des bilans sociaux, et donc des chiffres arrêtés fin 2014. Et sur le baromètre Horizon, c'est la deuxième édition. Et là, on est sur une enquête réalisée par l'Institut CSA. Ça sera la petite flèche verte pour démarrer. Et si j'ai bien compris, la petite flèche rouge pour revenir en arrière. Donc, je disais Institut CSA, donc avec des chiffres de l'année, c'est un sondage, et avec des perspectives sur 2017. Et on verra, on est vraiment dans une actualité immédiate, parce qu'on peut même quantifier l'impact des communes nouvelles. Donc voilà, les deux enquêtes sont pour ça très intéressantes et se complètent. Donc peut-être pour démarrer cette première table ronde, je donne la parole à Loïc Corret, peut-être pour resituer ces enquêtes dans le contexte actuel. On a quelques micros, je vais vous l'ouvrir, c'est quand même plus pratique pour parler. Voilà. Bien. Monsieur le Président, Michel, Mesdames et Messieurs, chers collègues et puis aussi agents des fonctions publiques territoriales, Madame la directrice adjointe de l'AMF, et puis toutes celles et ceux que je n'aurais pas eu l'occasion de voir dans la salle que je connais et que je salue d'avance. Cette rencontre, Conférence nationale de l'emploi territorial, s'inscrit évidemment cette année, comme l'année passée, mais même si la conscience n'était pas aussi nette encore l'année passée, dans un contexte tout à fait particulier, vous le savez, et dans un mandat qui est vraiment à nul autre pareil. On est vraiment dans un monde un peu différent de ceux qu'on a connus jusqu'à présent. Les raisons sont multiples, mais on peut en citer au moins trois. Une crise économique qui n'est pas encore derrière nous complètement. Il y a même un certain nombre de relents réguliers qui reviennent et une instabilité autour de l'économie qui touche effectivement aussi la sphère des politiques publiques, puisque nous ne sommes pas en dehors du monde. Deuxième point, des réglementations et des changements fondamentaux dans l'exercice des collectivités territoriales. Avec les lois depuis 2010, nous avons eu quand même une série de lois qui réorganisent l'action publique dans les fonctions publiques territoriales, qui réorganisent les régions, qui réorganisent les départements du point de vue de leurs compétences, qui réorganisent les communes et les communes nouvelles et les intercommunalités. Donc on a vraiment un changement tout à fait important, dont la dernière loi, c'est l'été dernier avec la loi NOTRe. Donc un certain nombre de choses qui nous bouleversent. Nous avons eu aussi, au niveau des centres de gestion, des changements importants. C'est tout ce qui tourne autour de la loi de déontologie qui, en début de cette année, a refondé un certain nombre de choses sur les centres de gestion. On pourra y revenir, notamment sur ses capacités, leurs capacités, les capacités des centres de gestion à prendre en main les questions de l'observation de l'emploi, qui était tout à fait essentiel, puisque, par définition, quand on parle emploi, on parle gestion et on parle aussi observation pour pouvoir les travailler dans de bonnes conditions. Donc on voit bien que ces changements du point de vue économique, mondial, on peut le dire, du point de vue réglementaire en ce qui nous concerne par rapport à la fonction publique territoriale, aux 1 800 000, presque 900 000 fonctionnaires publics territoriaux. Et puis aussi, dernier point, évidemment, et vous le savez, tout ce qui tourne autour de l'argent public, avec évidemment les conséquences qu'on connaît sur les collectivités. Et là aussi, les centres de gestion ne sont pas à côté de ce mouvement.
l'effort des 12,5 milliards qui ont été demandés depuis un certain temps aux collectivités impacte bien évidemment toute notre organisation et change assez fondamentalement notre manière de penser. Je crois qu'effectivement, alors on nous dit 12,5 milliards, 1 milliard de moins cette année, puisque effectivement en 2017, il n'y aura pas tout à fait ce qui était prévu, mais on le sait parce que nous sommes des grands garçons et des grandes filles, que ça ne s'arrêtera pas comme ça. Et qu'on nous en promet d'autres pour les années qui viennent, avec des montants d'ailleurs qui peuvent être très différents les uns des autres. Mais en tout état de cause, on le sait, ça fait partie du débat. Ce qu'a dit la ministre était tout à fait vrai également. Ça fait partie du débat, comme la fonction même, enfin je peux le dire comme ça, ou le métier même des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires tout court, est parfois aussi beaucoup remis en cause. Fonctionnaire bashing n'est pas un vain mot en ce moment. Donc effectivement, autour de toutes ces questions-là, on voit bien que quand on parle de l'observation de l'emploi, on parle de bien d'autres choses que de chiffres. Et c'est de ça dont il faut se rendre compte. Alors effectivement, Olivier, tout à l'heure, on pourra en reprendre, Madame Germain aussi, bien sûr, mais je crois qu'il faut d'abord situer ça autour des enjeux extrêmement importants que nous avons. Et quand on regarde les choses, on s'aperçoit qu'effectivement, depuis 2 ans, ce qui ne se produisait pas avant se produit maintenant. On a un certain nombre de collectivités qui ont déjà, là, 1 sur 5 quasiment dit « je ne remplace plus mes fonctionnaires qui partent en retraite ». D'autres le font sans le dire, mais tout le monde le fait d'une manière ou d'une autre. Et on voit bien que les effets importants sur le fameux 0,12, notre masse salariale dans nos comptabilités, on voit bien que c'est l'élément le plus important. Ça va de 30 à 60% du budget général d'un certain nombre de collectivités. Et on voit bien qu'on ne peut pas discuter d'organisation territoriale ou d'organisation budgétaire sans avoir un œil particulier sur la masse salariale. Ce qui se dit souvent d'ailleurs sur cette masse salariale, c'est que c'est une dépense. Et souvent, on le sait, dans nos conseils municipaux, dans le conseil communautaire ou ailleurs, on a toujours des paroles sur ce que ça coûte et comment on peut aller plus loin et comment on peut contraindre. Il faut peut-être qu'on se pose la question en tant qu'employeur. Et je crois que le centre de gestion, les centres de gestion ont aussi pour mission, pas simplement de gérer un certain nombre de choses, mais de faire apparaître des fonctions, et notamment celle de l'élu employeur, sur lequel les centres de gestion et la fédération notamment se battent depuis des années pour faire reconnaître ce rôle d'employeur aux élus qui, parfois, n'en ont pas complètement conscience. Il faut le redire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle, par exemple, de l'observation de l'emploi ou de contraindre la masse salariale, c'est parce que nous sommes des employeurs. Sinon, nous n'aurions pas à le faire. Donc cette responsabilité d'employeur, je crois, est tout à fait importante et doit être reprise tout à fait en chapeau de toute organisation qu'on peut avoir, de toute discussion qu'on peut avoir, parce que c'est autour de notre rôle d'employeur que nous devons agir, et nous devons l'agir encore plus au niveau des centres de gestion, puisque c'est là qu'il y a cette coordination de l'employeur public territorial. Donc, évidemment, ce rôle d'employeur est lié à ce rôle sur la masse salariale et tout ce qui tourne autour de ça. Donc ça veut dire que quand on parle de GPEC, quand on parle d'efficacité des personnels, quand on parle d'efficience de la fonction publique territoriale et de nos organisations, ça veut dire qu'il faut regarder pas simplement, je dirais, la réduction comptable, ce qui est un terme qu'on utilise aussi et qu'on nous fait utiliser souvent, mais ce n'est pas que ça, c'est pas on divise ou on diminue de temps et de temps, c'est aussi de se rendre compte de ce que ça veut dire pour les services publics au sens large, pour notre rôle d'employeur, et puis aussi pour ce que ça veut dire en termes d'investissement immatériel, d'investissement de ressources humaines. Je crois que là aussi, il faut qu'on remette les mots, il faut qu'on remette bien, qu'on redonne du sens aux mots, et notamment ce qu'on imaginait comme, ce qu'on évoquait jusqu'à présent comme le personnel, comme la masse salariale, c'est d'abord de la ressource humaine. Et si on dit ressources humaines plutôt que masse salariale, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas du tout de la même façon d'une chose importante que sont nos agents. Il faut toujours le dire, dans une collectivité, dans n'importe quelle collectivité, il y a 3 éléments. Il y a les élus, bien sûr, qui décident, qui organisent. Il y a les agents qui mettent en œuvre, qui adaptent, qui proposent et qui alertent. Et puis, il y a la population pour laquelle nous sommes effectivement destinés à rendre des services. N'oublions jamais de donner ce sens-là à notre action. Nous ne sommes pas là que pour nous ou pour nos organisations, nous sommes là pour la population. C'est quand même ça qui compte en premier, puisque nous sommes tous au service de la population de nos territoires. Je crois qu'il faut se remettre ça en perspective quand on parle de ce genre de choses, et ce n'est pas simplement une question d'argent en tant que tel.
Ce panorama donc, qui va être évoqué tout à l'heure, après donc, Olivier Ducrot et Madame Germain, il est évoqué en 4 points. Donc tout ce qui tourne autour des effectifs de la fonction publique territoriale, la structure, les évolutions récentes, on va en parler tout à l'heure, et je crois qu'effectivement on s'aperçoit d'un certain nombre de choses, avec des chiffres qui sont des chiffres récents, ce qui était longtemps une de nos difficultés d'ailleurs. Le deuxième point, c'est les données qui sont issues des bourses de l'emploi des centres de gestion. Comment ça se passe effectivement du point de vue de l'évolution des offres et de demandes, des métiers en tension ou des métiers émergents, de tout ce qui tourne autour de la façon dont nous situons les choses du point de vue de l'emploi. Parce que si nous connaissons bien l'emploi, ça nous permet de réagir par derrière aussi. Les concours, les examens professionnels organisés par les CDG et le CNFPT, donc comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une réalité? On parle de beaucoup de choses sur les reçus collés, par exemple. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça n'en est pas une? Je crois qu'il faut ça vaut le coup de se poser des questions. Ça vaut le coup aussi de se remettre en cause sur ce que veut dire effectivement cet accès à la fonction publique autour des concours, des examens professionnels ou des recrutements directs. Et puis, autre élément qui nous paraît tout à fait important et qu'on repère bien maintenant, c'est tout ce qui tourne autour des départs en retraite. Les départs en retraite, qui part en retraite, quand partons en retraite, l'âge moyen, les perspectives, avec toutes les difficultés qu'on connaît bien aujourd'hui, à savoir une opacité ou au minimum un brouillard sur la façon dont les gens partent en retraite. C'est-à-dire que vous le saviez, avant, on savait quand les gens partaient en retraite. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe et vous n'avez pas intérêt à demander à quelqu'un quand est-ce qu'il part en retraite. Autrement, il va tout de suite considérer que c'est du harcèlement moral. Ou pas loin. Donc, effectivement, on est dans un autre genre aujourd'hui de ce point de vue-là. Et ça veut dire que quand on travaille sur la formation, quand on travaille sur la reconnaissance, quand on travaille sur la GPEC, gestion prévisionnelle, emploi, compétences, ça veut dire qu'il faut être extrêmement informé de ce que veut dire effectivement ce qui se passe au niveau national et dans nos collectivités. Et ça veut dire aussi qu'il faut être, je dirais, dans un autre genre. On n'est pas là pour faire de la technique simplement, on est aussi là pour faire de l'accompagnement, de la politique, parce que ça veut dire que cette reconnaissance dont je parlais, cette gestion prévisionnelle, c'est d'abord un outil politique au service d'une collectivité. Et les centres de gestion, leur rôle par définition, c'est bien de constituer cette ingénierie au service des collectivités, au service de nos adhérents ou non affiliés d'ailleurs, parce qu'on travaille avec toutes les collectivités, bien évidemment. Je crois que c'est tout à fait important de le dire comme ça, d'autant plus que, je disais tout au début, les centres de gestion, depuis mars 2016, ont accru leur champ de compétences, vous le savez. L'article 25 nous donne des possibilités sécurisées d'action, ce que nous réclamions depuis des années, et ça, nous l'avons maintenant. Le renforcement des champs de mission obligatoires aussi des centres est acté, avec tout ce qui tourne autour des secrétariats des commissions consultatives paritaires, du référent déontologue. On attend toujours comment ça va se passer, mais il y a des choses qui sortent autour de ça. On voit bien qu'aujourd'hui, après quelques craintes que nous avions sur la place des centres de gestion dans ces réformes territoriales, on voit bien que la loi nous a posé un certain nombre de responsabilités. Maintenant, le problème ou la question que nous avons, c'est d'être à la hauteur de ces responsabilités-là, c'est-à-dire de répondre à l'attente sur le terrain des collectivités qui sont de plus en plus nombreuses à nous demander d'une certaine manière le pré-contrôle de l'égalité, c'est-à-dire de faire en sorte que nous soyons, avant le contrôle de l'égalité, le centre de gestion. Comment faites-vous, comment faisons-nous, avec l'appui du centre de gestion, pour organiser cette ressource humaine dont je parlais? Petite conclusion. Voilà. Donc, cet observatoire de la fonction publique territoriale dont on parlait tout à l'heure, c'est effectivement les objectifs que j'évoquais, c'est-à-dire, premièrement, repositionner tous les diagnostics départementaux régionaux de l'emploi territorial, avec l'intermédiaire d'ailleurs des conférences régionales de l'emploi qui prennent toute leur ampleur actuellement. Deuxièmement, améliorer nos connaissances de l'emploi dans les bassins d'emploi, parce qu'il y a la fonction publique territoriale et il y a les autres, et il faut qu'on ait des passerelles. Et puis troisièmement, réaliser des études thématiques en matière de gestion des ressources pour aller plus loin dans les évolutions des marchés de l'emploi, mais aussi aller plus loin dans les bonnes pratiques d'organisation et de gestion des ressources humaines. C'est donc tout autour de ça qu'il nous paraît important de travailler dans cette conférence nationale. On voit bien que nous sommes avec des initiés dans la salle, mais on voit bien aussi derrière que nous avons à faire connaître cette bonne parole, la ministre l'a évoqué tout à l'heure, pour faire en sorte que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, la fonction publique territoriale soit à sa place, soit à sa bonne place, soit capable d'évoluer au regard des enjeux, mais soit aussi capable de continuer à, je dirais, servir la population, puisque c'est notre but ultime. Et puis, Olivier Ducrot pourra effectivement présenter
tout ce qui tourne autour de ce qui a été travaillé dans nos commissions, puisque nous travaillons en commission. Je remercie au passage d'ailleurs la NDCDG aussi de sa participation au travail actif avec la Fédération des centres de gestion et ainsi que l'AMF qui est ici présente. Voilà ce que je voulais dire en introduction, plus je dirais avec un chapeau plus politique et organisationnel que technique et en termes de chiffres. Merci Loïc Corret. Juste pour porter ce que vous disiez, ça on le verra avec le baromètre Horizon, sur l'importance de la hausse des non-remplacements, et on voit une hausse très importante entre 2015 et 2016. Ce n'est pas une totale surprise, mais vraiment les chiffres le confortent. Ça, on le verra tout à l'heure. Et peut-être juste une remarque en prolongement de ce que vous disiez sur ce besoin de prise de conscience des élus de toutes ces politiques RH, parce qu'on voit quand même qu'il y a un peu je ne veux pas lancer le débat, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais que ces politiques RH ne soient pas vues que par le prisme financier. Il est évidemment important, mais que ça ne se limite pas à ça. Et donc, on sent quand même une inquiétude. Bon, pas mal de gens le répètent régulièrement. C'est un des créneaux, notamment de Philippe Laurent. Mais tout ne peut pas se résumer à une question financière, où elle vient en finale. Bon, là-dessus, je peux dire qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec Philippe Laurent sur sa position. On travaille beaucoup au Conseil supérieur ensemble. J'en aperçois le directeur, d'ailleurs, qui est là. Mais en plus de ça, je crois qu'il a une sagesse en exprimant de cette manière-là ce qu'il dit sur la fonction publique de manière générale. Jean-Robert Massimi, d'en parler. Oui, j'ai oublié de vous dire, sur chacune de nos séquences, on aura évidemment, on va essayer de ne pas être trop long, mais d'avoir un échange aussi avec vous. Donc, justement, le but, c'est que je n'en dise pas plus. Je donne tout de suite la parole à Olivier Ducrot. Alors, merci. Ça fonctionne, oui. Alors, je vais vous présenter effectivement une série de chiffres de manière assez rapide, puisque le panorama, vous l'avez, il a été diffusé. J'ai oublié de le dire, hein, les deux enquêtes sont dans vos mallettes. Hein. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter Olivier Ducrot, mais par le baromètre si ça vous intéresse. Est-ce qu'on ne commence pas par Horizon, de ce fait? C'est ça, hein, Cindy? J'ai fait l'introduction de Mme Germain. Merci, bonjour à tous et merci Monsieur le Président. Désolé de ce petit couac. D'avoir invité l'AMF à présenter cette deuxième édition d'Horizon 2016. Donc effectivement, deuxième édition, c'est important puisque l'AMF a souhaité avec ses partenaires pouvoir présenter régulièrement les évolutions en temps réel de l'emploi territorial et des politiques de ressources humaines des collectivités. L'an dernier, la première édition avait été présentée avec la FNCDG et le CNFPT. Cette année, nous avons souhaité élargir ce partenariat à l'ADF, Association des départements de France et Régions de France, pour avoir une vision globale et complète des évolutions territoriales dans l'ensemble des collectivités et des intercommunalités. Et nous avons également travaillé avec le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour présenter ce document. Alors, je vais vous présenter très vite, parce que vous avez l'ensemble dans la plaquette qui est dans vos dossiers ou dans la clé USB, dont je fais la promotion, qui a été éditée à cette occasion et que vous avez eu également à l'entrée, pour vous présenter à la fois en quelques mots, évidemment, la méthodologie de ce sondage, puisqu'il s'agit d'un sondage réalisé par le CSA pour le compte du CNFPT, qui, dans le partenariat, a amené les résultats de ce sondage, et surtout les faits marquants, si je puis dire, d'évolution, puisque nous sommes en temps réel. Il s'agit d'une enquête 2016. Donc, vous le voyez sur ce slide. Nous avons interrogé 816 collectivités territoriales, communes, interco, départements et régions, soit en la personne de leurs élus, soit en leur personne de leur direction générale ou de leur DRH, principalement des élus, compte tenu évidemment de l'échantillon où il y a 8 régions, 22 départements, 620 communes, 19 comités d'agglomération et 147 communautés de communes, du 7 juin au 1er juillet. Donc ce sont des résultats vraiment en temps réel des évolutions que connaissent actuellement les collectivités. Et un panel assez large pour être significatif. Alors, un panel, évidemment, c'est le CSA qui a traité ces questions, ce qui garantit le professionnalisme de la démarche. Donc, un panel représentatif des différentes collectivités et avec, évidemment, une représentation géographique. Vous le voyez là aussi sur ce slide. C'est le bon.
Non, ça c'est le profil des répondants. Pardon, je vais pas assez vite. Bon, voilà. Donc un panel représentatif et des tailles de collectivités, des types de collectivités et des territoires. Alors, profil des répondants, je le disais, à la fois beaucoup d'élus, majoritairement des élus, des agents cadres dirigeants des collectivités territoriales ou professionnels des ressources humaines, et avec un profil de collectivité diversifié en fonction du nombre d'agents, compte tenu de la structuration évidemment des effectifs par type de collectivité, qui permet de garantir la représentativité du résultat de ce sondage. Une première thématique, les questions budgétaires, d'effectifs et de recrutement. Alors, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, mais ça se confirme absolument. Une évolution très nette, soit, et donc un renforcement de cette tendance déjà présente l'an dernier, soit à la stagnation des dépenses de personnel pour 53% des collectivités, ce qui est une évolution historique, hein, qui est vraiment, on est en train de prendre un virage très net. 13% en réduction, là aussi un accroissement, puisque l'an dernier, on n'était qu'à 9% de collectivités en réduction des dépenses de personnel, et uniquement un tiers des collectivités qui prévoient une augmentation de leurs dépenses de personnel. Évidemment, c'est à mettre en relation par ailleurs avec les dépenses contraintes que sont notamment l'ensemble des réformes statutaires, l'augmentation du point d'indice, etc. C'est dire l'effort de gestion réalisé sur ces dépenses en ce moment. Pour rappel, en 2015, 40% des collectivités prévoyaient une augmentation de leurs dépenses de personnel, donc une diminution significative. Sur les causes d'évolution des dépenses, évidemment, principalement les nouvelles mesures statutaires et indemnitaires pour 44% des collectivités interrogées, les transferts de compétences pour 30% des collectivités, dont on s'aperçoit que les trois quarts de l'augmentation des dépenses tient à la contrainte institutionnelle, réorganisation territoriale, ou statutaire qui sont imposées aux collectivités. Sur la question de l'impact, évidemment, de la baisse des dotations sur la politique RH, puisqu'évidemment, la contrainte financière est une des causes majeures qui impose de revisiter les masses salariales. Évidemment, et sans surprise, si je puis dire, l'essentiel des collectivités indique que la baisse des dotations aura un impact sur leur masse salariale et leurs dépenses de personnel pour 74%. C'est la même proportion que l'an dernier. Donc je dirais que les trois quarts des collectivités, évidemment, vivent cette réduction comme une contrainte forte. Alors, ce qui est important cette année, c'est qu'on sent monter en puissance les différents items de réduction de la masse salariale ou de maîtrise de la masse salariale va porter davantage sur la rémunération. On a dans le sondage 51% des collectivités qui indiquent vouloir agir sur la rémunération des personnels, et d'autre part sur les avancements et promotions, ce qui est plus que l'an dernier. Hein, on gagne là 7 à 8 points de différence. Cela veut dire que véritablement, la question des effectifs n'est pas la seule question, mais qu'il y a la question des salaires dans un contexte où par ailleurs le point d'indice a augmenté. Ça veut donc dire que les leviers d'action des collectivités, évidemment, qui restent, c'est le régime indemnitaire, à un moment où celui-ci vit par ailleurs des évolutions réglementaires. Et autre point à noter, même si la tendance est moins nette, mais tout de même une progression de l'ouverture des prestations sociales, c'est-à-dire autant il y a un signe de maîtrise plus forte sur les questions de régime indemnitaire, autant sur la question des prestations sociales, les collectivités indiquent vouloir plus s'y consacrer. Alors, c'est sans doute un chiffre à mettre en lumière avec le niveau de salaire dans la fonction publique territoriale. Vous savez que c'est le niveau de salaire le plus faible, en moyenne, non seulement entre fonctions publiques, mais aussi avec le privé. Hein. Donc, voilà, là, on sent qu'il y a aussi une préoccupation sociale qui monte
dans les collectivités, à mettre en regard avec le nombre d'agents de catégorie C, etc., évidemment. Sur les recrutements et les volontés de recrutement, donc là aussi des tendances qui se confirment par rapport à l'an dernier. Aujourd'hui, seuls 23% des collectivités indiquent vouloir recruter, avec un nombre très majoritaire de non ou de probablement pas. Et dans les collectivités qui souhaitent recruter, je dirais, partition entre emploi statutaire ou permanent et emploi aidé assez intéressante, 79% pour les emplois permanents et 61% pour les emplois aidés. Par contre, à noter une régression de l'intention de pérennisation des emplois aidés. Voilà. Ça, c'est assez net également. Sur les raisons du recrutement, principalement les remplacements dans le cadre de départ, donc pour les collectivités qui veulent recruter, évidemment. Remplacement de départ pour 51%. Peu de création de postes, 16% de création de postes. Et les domaines dans lesquels ces recrutements sont prévus, c'est majoritairement le secteur de l'enfance, de l'éducation de la jeunesse, sans doute à mettre en lumière avec le prolongement de la réforme des rythmes scolaires, mais aussi la dynamique démographique, évidemment, qui entraîne mécaniquement, si je puis dire, des nécessités d'emploi. Une régression assez forte à noter sur les problématiques d'aménagement et de développement, en termes de création de postes, et une montée en puissance des fonctions support, ce qui là s'explique sans doute par la réorganisation territoriale. Alors, néanmoins, au global, plus de la moitié des collectivités donc, envisagent de ne pas remplacer tous les départs, et près d'une sur 5, 20%, de n'en remplacer aucun. Donc ça, c'est une évolution très nette, et dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure, évidemment, des intentions des collectivités. Oui, parce que ce chiffre de 53, il y a 9% de plus par rapport à 2015. Voilà. Donc voilà. on voit une... Voilà, ça monte très nettement. Sur deuxième thématique, la réorganisation territoriale. Alors d'abord un premier chiffre, 2/3 des collectivités sont impactées par la réforme territoriale, dont la quasi-totalité des communautés de communes. Donc, avec, en termes d'impact organisationnel, 41% des collectivités qui se déclarent impactées par des problématiques de mutualisation, 38% par des problématiques de fusion, 24% par des problématiques d'intégration dans une nouvelle structure, 9% par un changement de statut, notamment entre communauté de communes, communauté d'agglo ou communauté d'agglo-métropole ou communauté urbaine métropole. Et phénomène nouveau mais significatif, 8% par la création de communes nouvelles. À l'inverse, 35% se déclarent non impactés par aucun de ces phénomènes. C'est dire quand même que l'impact massif de la réorganisation territoriale sur les problématiques RH, évidemment, aujourd'hui. Sur l'impact de la loi NOTRe, ça rejoint ce que je viens d'indiquer, 74% des collectivités... non, alors là non, par contre... Excusez-moi, je me relis. Oui, des différences significatives quand même sur l'impact par type de collectivité. Évidemment, la quasi-totalité des régions, compte tenu de la refonte de la carte des régions, 92%, indiquent être impactées par la loi NOTRe. Les départements, 91%. Les communautés de communes, 69%. Par contre, les communes, évidemment, c'est plus variable suivant la typologie des communes. Alors, sur l'impact de ces réorganisations en termes de management des ressources humaines, je crois que tout à l'heure, il y a des interventions prévues sur ce thème. On se rend compte dans ce sondage que la GPEC, en tant qu'outil de gestion des ressources humaines, n'est appropriée, si je puis dire,
que par les grosses collectivités. On s'aperçoit effectivement que si 100% des régions, 91% des départements disent avoir mis en place une GEPEC, par contre, plus on descend dans les strates démographiques dans le bloc local, moins c'est le cas. Et par contre, lorsqu'il y a GPEC mise en place, il y a un panel d'outils que vous connaissez bien. On a affaire à, je dirais, des professionnels du sujet dans la salle. Les fiches de poste, le plan de formation, l'évaluation des compétences, les entretiens professionnels, l'analyse des départs en retraite, tout ça, c'est, je dirais, très majoritaire. Par contre, on descend dans l'utilisation des outils, si je puis dire, dans la fréquence d'utilisation, sur la cartographie des emplois et des compétences, sur la création d'un observatoire métier, par exemple, sont déjà des démarches plus marginales au sein des collectivités. Donc on sent qu'il y a du chemin à faire sur l'appropriation des démarches de GPEC dans les collectivités les moins grosses, si je puis dire, en termes de taille démographique, alors que ce sont elles qui ont le plus de personnel, en masse, si on raisonne en effectifs statistiques, et sur la palette des outils utilisés dans ces démarches de GPEC. Il n'y a pas de chiffres sur les intercommunalités? Parce que là, on a les 3 niveaux de collectivité. Oui, quand il n'y a pas de chiffres sur les intercos, c'est que le CSA a considéré que l'échantillon n'était pas suffisamment représentatif pour en tirer une tendance. Voilà, on a fait attention évidemment à cela. Sur les problématiques de qualité de vie au travail, alors là aussi, un des éléments importants pour les politiques RH, seuls 54% déclarent avoir réalisé l'inventaire des risques professionnels, le document unique, ce qui, là aussi, se décompose avec des variations importantes suivant la taille et le type de collectivité. Donc là aussi, on sent que les démarches ne sont pas totalement appropriées et abouties, à un moment où on sait que cette question est une question centrale dans les collectivités. Et sur les services des centres de gestion utilisés par les collectivités dans les services facultatifs, c'est toujours évidemment les services de médecine préventive qui sont le plus massivement déclarés, ainsi que les services autour de la protection sociale. Ce qui là aussi montre bien, à la fois renvoie aux problèmes de démographie médicale qu'on connaît bien, et par ailleurs à la montée en puissance des questions de précarisation et de santé au travail dans les collectivités. Et puis, à noter, dans les éléments marquants d'évolution, et ça va bien dans le sens global que révèle ce sondage, la montée en puissance des missions de conseil en organisation et de gestion des ressources humaines par les centres de gestion, puisqu'aujourd'hui, 20% de plus de collectivités par rapport à l'an dernier disent recourir aux centres de gestion pour ces missions. Donc c'était quand même un fait, un chiffre signifiant. Significatif. Oui. Nous avons souhaité également faire un focus sur les démarches de modernisation des collectivités. On va essayer, si c'est possible, de le réduire un petit peu, parce que le temps court, malheureusement. Voilà. Donc, je vous renvoie à l'étude, mais en gros, un mouvement de démodernisation massif, mais qui ne produit pas d'effet sur les effectifs. Par contre, qui permet d'améliorer le service aux usagers. Voilà. J'en dis pas plus, mais c'est ça la tendance. Voilà. Et puis, sur l'actualité des politiques RH, un petit focus également, d'une part sur la réforme PPCR, qui divise les collectivités. Je dirais qu'il n'y a pas de consensus, loin s'en faut, sur cette réforme. Là aussi, plus les collectivités sont grosses, plus elles la trouvent pertinente, en gros. Et par contre, un assez large consensus sur le coût de la réforme, évidemment, que tout le monde constate et relève. Et enfin, un petit focus sur les actions égalité hommes-femmes qui nous ont semblé important de regarder. Aujourd'hui, à peu près la moitié des collectivités ont mis en place des actions dans ce domaine. Avec d'une part la question des instances de direction, de féminisation des fiches de poste, l'aménagement des horaires de réunion, ce qui fait partie des choses qui sont quand même dans un tiers des collectivités mises en place, qui est assez intéressant. Par contre,
il subsiste des différences très importantes sur la parité et la place des femmes dans les instances de direction, alors que la FPT est principalement, majoritairement, très largement féminine. En gros, plus la collectivité est grosse, moins il y a de femmes dans les instances de direction, ce qu'on savait déjà, mais ce qui se confirme. Et ce qui régresse, puisque j'ai vu un chiffre cette semaine dans l'enquête fonction publique qui montre que c'est moins bien, c'est-à-dire que depuis 2014, ce chiffre chute. Donc, bon, on ne progresse pas dans ce domaine. Voilà, et puis le temps de travail et la durée légale du temps de travail. Donc 68% des collectivités déclarent travailler sur la base de 1607 heures. Donc contrairement aux idées reçues, c'est bien plus que la majorité des collectivités qui respectent le temps de travail légal. Et par ailleurs, 71% disent avoir un recensement détaillé et réglementé, si je puis dire, des jours de congé dans leur collectivité. Donc je vous renvoie évidemment au rapport Laurent. Voilà, on a des données là complémentaires. Voilà, et puis sachez, dernier mot, sachez que vous avez dans le document un regroupement d'un certain nombre de données utiles que l'ensemble des partenaires qui ont réalisé ce baromètre ont souhaité regrouper parce qu'il y a une grande dispersion des données relatives à la FPT et on a trouvé intéressant de regrouper tout cela. Donc vous avez un certain nombre d'indicateurs et de chiffres qui peuvent vous être utiles dans ce petit document, donc que je vous invite à conserver et à diffuser. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Notamment des chiffres du panorama de l'emploi territorial qui va nous être présenté par Olivier Ducrot. Alors c'est toujours compliqué de passer le dernier, c'est parce qu'il faut faire du coup un petit peu plus court. Mais je ne doute pas qu'Olivier Ducrot y arrive avec talent. Je vais essayer de ne pas bégayer. Si ça démarre, voilà. Oui, donc ce panorama de l'emploi public que vous avez, c'est une coproduction effectivement de l'Association des directeurs et de la Fédération nationale des centres de gestion, qui s'appuie sur les bases sociales des centres de gestion, qui gèrent environ 98% des employeurs, ce qui représente 50% des effectifs territoriaux. Donc ça nous donne une énorme fiabilité en ce qui concerne les chiffres. Des chiffres récents, effectivement, qui sont basés sur les observations de l'année 2014 et complétés par des sources qui nous viennent de la DGAFP, DGCL, l'INSEE, le CNFPT, la CNRACL, l'IRCANTEC et les données du CIASP. Voilà, pour essayer d'être le plus exhaustif et fiable possible. Alors, Madame le ministre le disait tout à l'heure, sur 5,5 millions d'agents publics dans ce pays, la fonction publique territoriale, c'est 1 878 000 agents, constitués à 3/4 à 75% d'agents de catégorie C, 14% d'agents de catégorie B et un petit peu moins de 10% d'agents de catégorie A, avec un taux de féminisation qui s'établit à 61% dans la fonction publique territoriale. Les agences se concentrent dans 3 filières principales. La filière technique, pour 47% des effectifs, la filière administrative, pour 23%, et la filière médico-sociale, pour 10%. Donc ces 3 filières-là représentent environ 80% des effectifs territoriaux. Les répartitions des employeurs, les communes restent bien sûr les principaux employeurs pour 55% des effectifs, devant les départements pour 16%, et les structures intercommunales, on va le voir en progression, à 14%, loin devant les régions, bien évidemment. Je le disais, progression des EPCI, ça n'étonnera personne dans la salle, une progression entre 2012 et 2013 de 3,4%, qui se poursuit pour les raisons que nous connaissons, notamment les réorganisations territoriales et le renforcement du fait intercommunal. Alors, la répartition des agents sur le territoire, en orange, vous avez les baisses d'effectifs. En bleu foncé, vous avez les augmentations d'effectifs. C'est en Guyane que les effectifs ont augmenté le plus de 3,5%. Et en Normandie, qu'ils ont baissé le plus de moins 0,4%. Les agents qui travaillent en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes représentent 30% des effectifs de la fonction publique territoriale. Si on ajoute à ces 2 régions l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, on a la moitié des effectifs territoriaux qui travaillent dans ces 4 régions, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Aquitaine et Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Vous savez que... Oui. Non, juste, on a une explication effectivement de soit stagnation, hausse ou baisse, ou des pistes de...
Alors, une explication sur les dom-toms, on est sur des phénomènes un petit peu particuliers de renforcement de l'encadrement. Oui. En métropole, non, parce que les évolutions, vous le verrez dans le document, elles vont entre moins 0 quelque chose et plus 1 quelque chose. Oui, donc, c'est très, on n'a pas vraiment faible. d'écart important. Alors, vous savez que les collectivités doivent déclarer leurs vacances d'emploi auprès des centres de gestion, ainsi que déclarer la totalité des nominations qu'elles possèdent, ce qui nous permet oui, de constater qu'on a eu 58 700 offres d'emploi publiées par les centres de gestion en 2014, c'est stable depuis les années précédentes, dont 13% des offres qui sont sur emploi non permanent. Par type de collectivité, encore une fois, un dynamisme important des intercommunalités, puisque les intercommunalités publient 22% des offres d'emploi lorsqu'elles représentent 14% des effectifs territoriaux. C'est important. À l'inverse, les communes qui représentent 55% des effectifs publient un petit peu plus de 51% des offres. Et si on regarde à l'intérieur des communes, on a un vrai dynamisme encore des petites communes, puisque les communes de moins de 5000 habitants diffusent 34% des offres d'emploi quand elles représentent 24% des effectifs. C'est beaucoup plus atone dans les grandes communes, puisque les communes de plus de 50 000 habitants qui regroupent 30% des effectifs n'ont publié que 18% des offres. On le voit aussi. Plus de pression financière sur les grosses collectivités et du fait de l'intercommunalité notamment. La localisation des offres d'emploi par région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la première région de France en termes de publication d'offres d'emploi désormais, juste devant l'Île-de-France, et les Hauts-de-France à 11,2%. Donc vous voyez que ces trois régions rassemblent environ 50% des offres d'emploi qui ont été diffusées en 2014. Les profils recherchés, plus d'une offre d'emploi permanent vise la filière technique, c'est logique par rapport au poids que représente la filière technique. Les filières animation et sportive proposent le plus d'emplois temporaires, là aussi, avec rythme scolaire ou autre, on peut l'imaginer, puisque un quart des offres d'emploi animation et sportive sont des offres d'emploi temporaires, à l'inverse de la filière sécurité, par contre, bien sûr, où on ne trouve que 2% des offres sur des postes temporaires. Et nous avons environ un quart des offres d'emploi qui sont des offres d'emploi à temps non complet. Cette part augmentant certainement également avec la mise en place des rythmes scolaires. Les modes de recrutement des collectivités, eh bien, la star du mode de recrutement, bien évidemment, vous le savez tous, ce n'est pas le concours, c'est le recrutement contractuel, puisque 40% des recrutements, des entrées, concernent un recrutement contractuel, en progression encore, en 2014 par rapport à 2013, avec des fortes disparités sur le territoire national. C'est 20% de recrutement contractuel en Bretagne et 61% en Île-de-France, parce que l'attractivité et les turnovers sont très différents d'une région à une autre. Ensuite, derrière le recrutement contractuel à 40%, on a 15% des nominations qui se font par recrutement direct sur les emplois de catégorie C. Enfin, dirais-je, le recrutement par concours représente 8% environ des recrutements. Il est stable depuis 3 ans. Une bonne nouvelle, c'est la progression des mutations externes qui s'établissent à 6,7% des recrutements en 2014. C'est une bonne nouvelle puisque je rappelle que la mobilité, c'est quand même le premier facteur de développement des compétences et de la motivation, excusez-moi. La part des intégrations présélection professionnelle est logiquement en baisse en 2014 après les gros bataillons qui ont été régularisés en 2013. Alors, les nominations d'agents, en première place, on a les agents chargés de la propreté des locaux et ensuite, de la 2e à la 6e place et encore en 8e position, on a des métiers qui concernent l'enfance. Donc on a un fort boom de recrutement, un fort développement de recrutement sur les métiers qui concernent l'enfance en périscolaire ou en crèche éducation enfance-jeunesse. Ça confirme les chiffres que vous donniez tout à l'heure. C'est intéressant de mettre en corrélation avec effectivement ce qu'on voyait dans le baromètre Horizon. On s'aperçoit ici que sur les métiers les plus proposés, effectivement, on a le secrétaire de mairie qui reste en première position, devant encore une fois les postes petite enfance, avec une vraie tension sur le marché du travail, notamment sur les postes de médecins, qui, même s'ils sont en 6e position, en termes de pourcentage de recherche et de recrutement, c'est une vraie catastrophe en ce qui concerne les médecins territoriaux.
Les données concours. Le taux de présence au concours reste relativement faible à 69%. On a parmi ceux-ci 27% de candidats admissibles et 19% de candidats admis. Ça représente 19 000 lauréats, un chiffre qui est stable également par rapport à 2013. Si on regarde les données concours, quelques organisations moins organisées parce qu'on a pas mal de concours qui s'organisent en biannuel, donc ça n'est pas forcément révélateur puisque vous voyez que finalement, on a moins d'organisations de concours mais plus de postes ouverts avec une stabilité, comme je le disais, en termes d'inscrits, de présents ou de lauréats qui s'établissent à 19 000 de manière stable de 2011 à 2014. Là, si on regarde rapidement un zoom, alors avec en vert les concours de catégorie, j'allais dire B, mais non, parce qu'il y a du B et du C. Donc je ne vous parle pas des couleurs. Simplement, peut-être regarder la dernière colonne sur le taux de pourvoi. On s'aperçoit que les taux de pourvoi sont très importants, notamment sur les concours sociaux par rapport à d'autres. Ils le sont moins importants, ça n'apparaît pas dans le tableau, mais on a des taux de pourvoi de 45% uniquement sur les concours de la filière technique. On est très concurrencé par le secteur privé sur la filière technique, donc là aussi on a une vraie tension. On a par contre 99% des postes pourvus sur le concours d'attaché, concours qui reste très sélectif puisque simplement 9% des candidats sont lauréats du concours d'attaché. Je terminerai avec les données retraite. On est sur un trend d'environ 38 000 départs en retraite annuels, relativement stable également sur 5 ans. 32 700 départs de fonctionnaires et puis 5 600 départs d'agents contractuels en vert. L'âge de départ à la retraite, il est en augmentation. Il s'établit à 61 ans pour les fonctionnaires, après les différentes réformes des retraites qui ont eu lieu, avec une surreprésentation des départs en retraite des agents de catégorie A, qui sont les plus âgés dans la pyramide des âges, puisqu'ils représentent 13% des départs en retraite contre 9,5% de ceux qu'ils représentent dans la fonction publique territoriale. Donc un âge de départ en retraite de 61 ans pour les fonctionnaires et de 62 ans et 7 mois pour les contractuels, qui généralement ont moins d'annuités, bien évidemment, en augmentation également, avec une part importante des femmes dans les départs de contractuels, puisqu'elles représentent 69% des retraites d'agents contractuels, alors qu'elles représentent 61% des effectifs contractuels dans la fonction publique territoriale. Voilà, excusez-moi d'avoir été très rapide, mais vous pourrez, sur votre table de chevet, réviser tout cela ce soir, bien évidemment. Merci beaucoup, Olivier. Ouais, c'est un peu à cause de moi, hein, j'ai demandé de faire vite. C'est vrai que ça fourmille de chiffres, et en plus, là, cette présentation, c'est qu'une sélection de l'ensemble du panorama, donc n'hésitez pas à le consulter, à le reconsulter. Il nous reste, on va dire, quoi, une dizaine de minutes pour des questions, des réactions avec la salle. Est-ce que ça vous inspire des choses particulières ? Et Olivier Ducrot va me détester, hein, parce que je lui ai dit d'aller vite. Il va me dire que... Parce que je vous rassure, hein, je sais que Loïc Corré, lui, il m'a dit à l'oreille, il a des réactions, il y en a beaucoup, mais avant de lui donner la parole, je pensais notamment sur beaucoup de choses évidemment dans le panorama, mais sur le baromètre, comme on disait tout à l'heure, sur des choses, vraiment sur des projections, même sur 2017. Je ne sais pas si ça vous inspire, si même vous retrouvez un petit peu dans les tendances que vous pouvez connaître localement. Non, pas particulièrement. Loïc Corré, je sais que tous ces chiffres, souvent vous me disiez à l'oreille, ça vous faisait quand même pas mal réagir. Ça fait pas mal réagir quand même, parce que c'est d'une certaine manière l'objectivation d'un certain nombre de choses qu'on connaît intuitivement, mais que du coup on retrouve bien, et qui nous permet à la fois de répondre à un certain nombre d'argumentations, y compris par rapport à l'État, par rapport à la Cour des comptes, et aussi par rapport à la situation générale. Moi, je trouve qu'il y a quand même quelques éléments qui sont importants et qu'il faut peut-être relancer. C'est vrai que les temps derniers, par exemple, cette année-ci, on a moins parlé de mutualisation qu'on avait parlé avant. Or, on s'aperçoit, dans les endroits où ça a fonctionné, que ça donne des résultats, pas immédiatement, on le sait bien, c'est d'abord de la non-dépense avant d'être de l'économie. Mais effectivement, dans la durée, ça fonctionne, et je pense qu'une fois que les intercos seront remises en place, là, avec le travail d'organisation nécessaire, communes nouvelles, ça vaut aussi pour les communes nouvelles, il
faut reprendre le travail de la mutualisation, c'est une évidence. Chantier 2017, ah oui, ça me paraît, ouais. moi, tout à fait important de le reprendre. Pour 2 autres raisons d'ailleurs. C'est que je dirais que la mutualisation, d'une certaine manière, quand c'est lié à la GPEC, ce sont des bons outils de qualité d'organisation de la ressource humaine. Parce que si on est autrement simplement sur la masse salariale, on agit sur le nombre, et comme vous l'avez fort justement dit tout à l'heure, ne jamais oublier le côté salaire. Or, les études qui viennent de sortir, je crois que la DGAFP vient de sortir un certain nombre d'éléments là-dessus, on voit bien que l'État est largement mieux pourvu en termes de salaire que les collectivités territoriales. Il y a une sacrée différence. Sur la structure de l'État, il fait aussi beaucoup plus de A chez eux que chez nous, beaucoup plus de C. Bah, évidemment, ils ont externalisé tous les C dans la fonction publique territoriale, que ce soit les départements, les régions ou les collectivités. Effectivement, il y a beaucoup moins de C, et du coup, les salaires ne sont pas du tout les mêmes. Et je crois que l'État a intérêt à faire attention, et on en parle souvent en Conseil sup, à ces options-là, parce que vouloir absolument qu'il y ait une égalité générale de toutes les mesures faites au niveau de l'État pour la fonction publique territoriale amènera probablement à des sacrées surprises de ce côté-là. Donc je crois qu'on ne peut pas vouloir les deux en même temps. Et là, ils veulent les deux en même temps. La mutualisation, j'en ai parlé, ça me paraît tout à fait nécessaire. Il y a un autre point sur lequel, même si on ne bougeait pas, ça changerait fondamentalement les métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a des choses qui vont complètement changer. C'est la dématérialisation, le numérique. Et ça, je pense qu'on n'en est encore qu'au balbutiement dans nos métiers. Mais on voit bien aujourd'hui que l'accueil, le travail des secrétaires de mairie, la dématérialisation des passeports et des cartes nationales d'identité, tout ce qui se fait au niveau des PLUI, tout ce qui se fait au niveau des permis de construire, des ADS, des services communs, des organisations de ce type, on voit bien que ça vide très clairement un certain nombre de tâches par rapport à des habitudes qui étaient, je dirais, légitimes, parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement. Aujourd'hui, ces réorganisations et la dématérialisation, la numérique, va nous amener à changer fondamentalement les métiers dans la fonction publique territoriale, les accueils, l'organisation de cette manière-là. Et je pense qu'on a intérêt, nous, les centres de gestion, à s'en occuper rapidement parce que nous serons à la croisée des chemins sur l'organisation des collectivités sur ces sujets-là. On nous interrogera forcément sur les nouveaux métiers. On nous interrogera sur les métiers qui sont en train de disparaître et la façon dont les choses se réorganisent. Donc, il est absolument nécessaire que les centres de gestion, je parle au président de la fédération, qu'on s'intéresse effectivement à cette question parce que c'est directement lié au nombre d'emplois et à la qualité de l'emploi. Le télétravail, notamment, qui va prendre beaucoup de place. Je pense que ce sont des éléments qu'on ne retrouve pas forcément dans des données statistiques, mais qui, fondamentalement, sont une lame de fond derrière et qui vont peser dans l'avenir. Puis, dernier point, pour terminer sur ce sujet-là, enfin pour ma part, c'est que je crois qu'il faut qu'on revigore, régénère le dialogue social. Alors, je crois que ça aussi, c'est une question qui me paraît importante. On ne peut pas faire toutes ces opérations qu'on dit sans qu'il y ait des discussions avec les organisations syndicales, avec les CT, avec les CAP, avec les représentations du personnel de manière générale, parce que si nous le faisions, nous serions à côté de notre travail d'employeur. Nous avons des responsabilités, nous avons des droits, des devoirs, mais le premier devoir, c'est la reconnaissance du dialogue social, l'écoute. Nous sommes dans des positions différentes, le rapport de force existe, les contradictions d'intérêts existent et il ne faut pas les cacher, mais ça exige au premier lieu, de toute façon, d'avoir à monter quelque chose de différent sur le dialogue social. J'estime de ce point de vue-là qu'aujourd'hui, c'est peut-être trop souvent un jeu de rôle, trop souvent des choses un peu figées à l'avance sur des questions qui sont posées. Or, on voit bien que du fait des nouvelles organisations, il est de notre responsabilité, comme ça se fait dans le privé d'ailleurs, de donner aux représentants syndicaux, aux représentants du personnel, d'autres possibilités de connaissance de ce qui se fait dans les collectivités que ce qu'ils ont aujourd'hui. On ne parle jamais des budgets dans les réunions de ce type-là. Or, je ne vois pas pourquoi les responsables du personnel les délégués du personnel ne seraient pas au courant de ce qui se passe du point de vue budgétaire dans des collectivités. Ça se fait dans le privé et depuis très longtemps, avec les organisations d'expertise comptable. Il n'y a pas de raison que dans nos collectivités, nous ne soyons pas non plus, nous, en capacité, en droit ou en obligation d'expliquer un certain nombre de choses de ce point de vue-là. Ça passe par la formation, ça passe par la reconnaissance. Je crois que c'est là aussi un changement important qu'il faut qu'on mette en œuvre, parce que c'est aussi ça la qualité derrière du travail qu'on fournira et que nos agents fourniront aussi. Bien sûr. Merci Loïc Corré. Je refais une tentative, savoir s'il y a une question, une réaction dans la salle. On va peut-être s'arrêter là. Pourtant, vous le leviez bien. On va vous donner un micro, ça sera plus simple.
ce que je vous demanderai, c'est de vous présenter. Frédéric Castoldi, directeur du CDG 38. Mon président est par là-bas. J'ai été intéressé par une des pages du diaporama. Je ne sais pas s'il est possible de le remettre, madame, ou la personne qui est aux manettes. Sur le baromètre ou le panorama? Non, le résultat de l'enquête CSA. D'accord. C'était, je crois, de mémoire, chapitre 3. Vous êtes passé rapidement sur un point qui m'intéresse, enfin je pense qu'il nous intéresse tous. Voilà, juste là, c'était là. En fait, la perception des personnes qui ont répondu à l'enquête sur les missions des collectivités, des centres de gestion, pardon. Donc voilà, ici, principaux services utilisés. Je pense que c'est une des rares fois où nous avons un retour des organismes, des personnes à qui nous proposons des services. Donc du coup, je pensais intéressant peut-être de rester quelques instants sur le détail des réponses, qui a répondu, parce que je vois qu'il y a des réponses croisées. Et sur certains, notamment le conseil, pour un conseil voilà. d'organisation, on voit une grosse hausse entre 2015 et 2016, quasiment 20 points. Oui, donc il s'agit évidemment que des missions facultatives. Hein. On n'a pas posé de questions sur les missions obligatoires. Je le disais tout à l'heure, très massivement, les services de médecine et de prévention, donc le champ de la santé, et assurance protection sociale. Voilà, donc ça, c'est les deux, je dirais, les deux gros paquets qui, l'immense majorité des collectivités, disent avoir recours à ces services des centres de gestion. Dans les évolutions, puisque ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on mesure chaque année les mêmes items, on en ajoute d'autres, mais on mesure aussi les mêmes items. Les évolutions significatives, c'est les dossiers retraite, mais c'est à mettre en lumière des chiffres que vous citiez tout à l'heure sur les départs en retraite, évidemment, donc une montée de 10 points, quand même 11 points même sur l'accompagnement retraite. Prévention des risques, ça bouge pas beaucoup. Donc ça, c'est un souci parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Les collectivités sont en retard un certain nombre de collectivités sont en retard sur la question de la prévention des risques. Donc le fait qu'il n'y ait pas de progression de la sollicitation des centres de gestion, ça corrobore qu'il y a peut-être là un sujet d'attention. Et puis, par contre, ce qui monte fortement, plus de presque 20 points, c'est le conseil en organisation. Donc ça, c'est vraiment le pendant de toute, à la fois la réorganisation territoriale, mais aussi la mutualisation et tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les évolutions structurelles et institutionnelles des collectivités. Enfin, ce qui monte également, et là je pense que c'est à mettre en regard des phénomènes de difficultés sociales des agents de la FPT, c'est les contrats d'assurance statutaire qui progressent également de plus de 10 points. Donc c'est une évolution notable d'une année sur l'autre. Voilà. Et puis on a mesuré, vous l'avez dans le petit pavé c'est à votre droite, oui, à droite, un certain nombre de nouveaux items. Donc là, on n'a pas les évolutions, mais ça vous donne une photo de 2016 sur ce sujet, sur un certain nombre d'autres sujets, archives, psychologue du travail, etc. Enfin voilà, hein, je vous renvoie à l'étude sur le détail. D'accord. Et du coup, ma question complémentaire, merci d'avoir pu remettre cette page devant nous. Je n'ai pas bien compris sur la méthodologie. Du coup, les communes de plus de 20 000 habitants n'ont pas été interrogées. C'est pour ça qu'elles n'ont pas de réponse ici ou... Si, simplement, là, vous avez un slide de synthèse, donc on ne vous a pas mis tout le détail. D'accord. Mais évidemment, toutes les collectivités et les strates de collectivités ont été interrogées. Mais la FNCDG a tout le détail de l'étude, donc je vous invite à vous rapprocher de Cindy Laborie pour avoir accès aux détails ensuite. Ça, c'est forcément une synthèse. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, madame. Oui, on a madame au fond et madame devant. Alors, par contre, là, comme je suis content que vous soyez un petit peu réveillés, mais par contre, si ça peut être des questions courtes. Ça va être très court. Hein. Merci.
C'était juste une information complémentaire pour revenir sur l'intervention de Loïc Corret concernant en particulier la rénovation du dialogue social. Je me présente, je suis Véronique Sauvage, Fédération Interco CFDT. Et Loïc Corret faisait allusion au fait qu'il faut régénérer le dialogue social et sortir des jeux de rôle, en particulier en permettant aux représentants des personnels d'avoir des informations, par exemple, sur les aspects budgétaires et économiques. Et vous disiez, Loïc Corret, que ça se passe dans le secteur privé, mais ça se passe aussi dans le secteur public, puisque la ville de Rennes et Rennes Métropole se sont lancés dans l'expérience et ont conduit cette expérimentation avec les organisations syndicales, ce qui a permis notamment de trouver des solutions nouvelles collectivement sur ces problèmes budgétaires. Donc les organisations syndicales sont tout à fait capables de parler de ces sujets-là en sortant des jeux de rôle. Voilà, ville de Rennes, Rennes Métropole, pour ceux qui sont intéressés, allez voir, ça a produit des effets tout à fait intéressants. Merci. Et Madame Devant, on vous amène le micro. Je voudrais juste faire une remarque sur le slide qui a été présenté. Je suis un petit peu étonnée de ne pas y retrouver la mission de conseil juridique que les centres de gestion offrent aux collectivités. Et je ne parle pas du conseil statutaire dans les missions obligatoires, mais je parle bien du conseil juridique. Je suis tout à fait étonnée de ne pas le retrouver dans ce slide. C'est dans les missions obligatoires. Oui. Oui, mais ça montre bien, enfin là, il faut regarder le détail du chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe les collectivités, massivement, c'est pas ça, si je puis me permettre, mais c'est vraiment les mutations en cours, soit médico-sociales, si je puis dire, soit organisationnelles. C'est ça le principal, en 2016, souci de préoccupation des collectivités interrogées. Oui, conseiller organisation et conseiller RH. C'est là, on voyait plus 20%. Je suis désolé, il va falloir qu'on s'arrête là. Un grand merci à nos 3 intervenants.